recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec Vanessa Dou. Bonjour. Bonjour, Nosrine Fatou. La part d'espoir avec vous, Dessou Gogbenou. Bonjour à vous également. Nosrine Fatou. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Effectivement, comme à l'accoutumée, le gouvernement béninois s'est réuni en Conseil des ministres hier mercredi. Le point de ce conseil dans cet élément. Révocation des secrétaires exécutifs des mairies d'Adjara et de Tokuntuna. Il est reproché à la première d'avoir organisé avec le directeur du développement local et de la planification la surfacturation du coût de 2 prestations au profit de la commune pour un montant TTC de 3 millions de francs CFA en vue de percevoir une commission d'un montant d'1 million de francs CFA dont 800 000 francs CFA ont été effectivement versés par le prestataire. Les modalités de répartition de cette commission ont été à la base d'une profonde discorde entre la secrétaire exécutive et le dit directeur au point d'envenimer leur collaboration. La supercherie a été dénoncée à la faveur d'une mission de l'Inspection générale des finances effectuée courant décembre 2024 à la mairie d'Adjara. Quant à la seconde, il est mis à sa charge des faits de complicité de manipulation des documents administratifs et de malversation financière dans le cadre du voyage d'une délégation de la commune de Tokuntuna sur la Belgique, courant juillet 2024. À ce propos, la délibération du conseil communal autorisant le déplacement ne mentionne guère que l'incidence financière qui en découle est imputable au budget de la commune. Elle a donc fait l'objet d'un arrêté d'approbation du préfet de la Takora en l'état. C'est par la suite que la secrétaire exécutive a organisé la manipulation du dit arrêté pour y introduire un article mettant les frais du voyage à la charge du budget communal. Cela a permis de débloquer dans un premier temps un montant de 602 000 francs CFA qui a servi à payer des dépenses non éligibles au budget communal. Il s'agit des frais d'établissement de pièces administratives et d'hébergement des membres de la délégation à Cotonou à l'occasion de l'établissement de ces documents. C'est lors du traitement du mandat d'un montant de 995 000 francs CFA dans un second temps, destiné à couvrir les frais de mission des membres de la délégation que la trésorerie communale s'est aperçue de la falsification du document. Mise en demeure par le préfet, la secrétaire exécutive, ordonnateur du budget de cette collectivité locale, n'a pas cru devoir reverser dans les caisses de la commune les fonds frauduleusement décaissés jusqu'à la date de la mission de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes les 28 et 31 mars 2025. Dans un cas comme dans l'autre, ces faits sont constitutifs de manquements graves aux devoirs et contreviennent aux intérêts des communes. C'est pourquoi le Conseil a prononcé la révocation des mises en cause et instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les sanctions appropriées à l'encontre de tous les agents impliqués dans ces malversations, sans préjudice des poursuites judiciaires dont ils doivent faire l'objet, autant que le prestataire. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Office de gestion des stades du Bénin, classement du bien culturel dénommé Cataclé au patrimoine culturel national, nomination ou promotion au grade supérieur de certains conservateurs des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2025,
ainsi que le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation à Cotonou de la 3e commission mixte militaire Bénin-Afrique du Sud du 20 au 23 mai 2025, ainsi que la participation du Bénin à la 78e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 27 mai 2025 à Genève, en Suisse. Plusieurs nominations ont été prononcées lors de ce conseil. Parlons toujours du Conseil des ministres. Le gouvernement a également prononcé des nominations à la Commission béninoise des droits de l'homme en août, entre autres Brice Oussou et Serge Prince Agbodjan comme nominés. Des précisions dans cet élément. À l'issue du processus de sélection, les personnes ci-après ont été nommées à la Commission béninoise des droits de l'homme. Comme membres, au titre de la qualité d'enseignant à l'université. Titulaire, M. Abdou Bakari Imoru. Suppléant, Mme Sylvie Vitondin Deschacus. Au titre de la qualité d'avocat. Titulaire, Maître Brice Oussou. Suppléant, Maître Falilatou S. Alessandrine Saïzonou Bédier. Au titre de la qualité de médecin. Titulaire, Dr Basile Fassinou. Suppléant, Dr Cédric E. Parfait Bigot. Au titre de la qualité d'expert en matière pénitentiaire et autres questions de privation de liberté. Titulaire, M. Jean-Paul Serge Prince Agbodjan. Suppléant, Madame Akwavi Inès Lorenda Hadonou, épouse Tofon. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées et des personnes vulnérables. Titulaire, Madame Chokomi Sabine Tungakwagu. Suppléant, Madame Olga Louise Véronique Noati. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Titulaire, Madame Sidikatou Adamon Bissiriou. Suppléant, Monsieur Olaïtan Michael Kentosu Diego. Au titre de la qualité d'expert en matière de promotion et de protection des droits des enfants. Titulaire, Madame Perpétue Kosuo, épouse Winato. Suppléant, Monsieur Rahman A. Orubare. Secrétaire général de la dite commission, Madame Léria Koundé, je vous remercie. L'ancien ministre Alain Adiou clarifie sa position politique après sa démission de la force Cori.Bénin émergent. Quelques heures après sa suspension et sa démission du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'ancien ministre Alain Adiou était l'invité matinal de Free Matin, notamment du mercredi 13 mai 2025 sur ESAE Télévision. Interrogé sur ses relations avec d'autres formations politiques comme les démocrates ou l'ancien président Thomas Boniaï, Alain Adiou reste prudent. Il revendique sa posture d'opposant modéré, attaché aux valeurs humaines plus qu'à l'argent et laisse entendre qu'il reste disponible pour toute dynamique politique sérieuse. Suivez ses propos au micro de Abdelkader Achirou. Comme tout citoyen, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas du parti Les Démocrates. Si vous m'obligez à faire une analyse grave, je dirais, mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, plonge ses racines dans le régime 2006-2016. C'est là où nous avons trébuché. On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. On a trébuché comment? On ne va pas faire ce débat-là aujourd'hui. Maintenant que vous savez l'âge que j'ai. Maintenant que j'ai tourné la page, FCBE que je portais comme des clous dans mes sandales. J'ai tourné cette page-là. Et comme je l'ai dit, je demande pardon à tous ceux qui voyaient en moi FCBE, pensant que j'étais allé me prostituer.
Ok? En méthodologie de recherche, il y a ce qu'on appelle l'observation participative. J'en avais entendu parler de Paul Rumpé et de sa clique. Mais je me suis dit, il se réclamait de l'opposition. Puisque je suis de l'opposition, peut-être que si je pouvais apporter quelque chose, je le ferais. J'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai constaté qu'ils ont une image. Cette image-là leur sied bien. Ils n'ont qu'à travailler à redorer le blason de leur image, corriger cette image-là. Et que le peuple voit en eux des porteurs crédibles de ses préoccupations. Ce n'est pas mon problème à moi. Je ne suis pas un chef de parti. Je ne suis pas un chef de parti. Je reste un homme politique. Je réclame. Et l'homme politique fait quoi en 2006? Je réclame ma crédibilité qui n'est pas construite par Paul Rumpé ni sa clique, ni par Yaïboni. C'est par le général Mathieu Kérékou que moi, ma crédibilité en politique a été construite. Je la réclame fortement. Je ne la vends à personne. Je ne l'ai jamais vendue à personne. Donc, votre réponse par rapport à 2026, je la réserve. Vous la réservez pour d'ici à 2026. D'ici à 2026. Voilà, vous le constaterez. Alain Adiou, dans la mouvance présidentielle ou aux démocrates? Adiou Alain, de l'opposition. De l'opposition. Je travaillerai. Il y a un nouveau parti politique maintenant, le libéral. Je travaillerai activement à ce que, en mars ou en mai 2026, quand on va annoncer le président de la République du Bénin, que ce ne soit plus l'image de l'actuel président, que j'aime beaucoup, que ce ne soit plus l'image du président Talon. Lui-même le sait d'ailleurs. D'accord? Donc je ne dis rien de particulier. Je vais travailler à cela. Maintenant, qui va être à sa place? Pour le moment, cela ne me préoccupe pas beaucoup. Parce que l'opposition... Et si le candidat désigné de Patrice Talon était quelqu'un qui vous retrouvez ses valeurs? Parce que l'opposition a encore beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je suis en train de suivre, comme le lait sur le feu, un candidat. Ah bon? Ce n'est même pas un candidat potentiel. Parce que nous sommes dans un pays où ce n'est plus facile, quelques mois avant les élections, de s'annoncer, de se déclarer. Donc, tout le monde pense que personne ne s'est encore déclaré. Mais celui-là, il a été déjà candidat il y a quelques années. Il l'est à nouveau. Il a fait ses pas. Nous travaillons ensemble. Et le moment venu, si la question de parrainage est résolue comme cela doit être, eh bien, celui-là va montrer sa tête. Il a aussi des démocrates. Il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Est-ce que l'opposition se réduit au parti Les Démocrates? Éric Ounete, j'ai posé une question. Mais non, je n'ai pas entendu votre question. Non, c'est pas Ounete. Ounete, c'est un ami. Mais Ounete, il est démocrate. Mais celui-là n'est pas dans le parti des démocrates. Mais il est de l'opposition. Il est de l'opposition. Ils sont beaucoup de l'opposition, mais qui ne sont pas du parti. D'accord? Le vrai problème aujourd'hui, de demander les perspectives, le travail que je m'impose déjà de le faire, etc., c'est que les dirigeants politiques actuels cessent de tenir en otage le peuple. Restons toujours avec l'ancien ministre Alain Adiou qui se prononce sur le code électoral. Moins d'un an avant l'élection générale de 2026, la question de la relecture du code électoral et du parrainage continue de susciter molle réaction au sein de la classe politique. L'ancien ministre du général Mathieu Kérékou, en charge des relations avec les institutions, la société civile et les Béninois de l'extérieur, Alain Adiou, a rompu le silence pour donner son point de vue sur l'actualité nationale, notamment sur le nouveau code électoral et la réforme du système partisan. Il est toujours au micro de notre reporter. Le peuple a un droit inaliénable. C'est lui qui choisit ses candidats, ses enfants qui peuvent le diriger. Qu'on ne nous impose pas deux familles, non. Quelqu'un de la mouvance, donc de Patrice Talon, et un autre de l'opposition. Vous savez, ce que Patrice Talon, la mouvance et les démocrates, ce qu'ils défendent fortement aujourd'hui, c'est le maintien du parrainage tel que c'est. Tel que c'est. Ça leur donne du pouvoir. Parce que tout parrain potentiel a l'obligation de passer par un parti politique. Une chapelle politique. Tout candidat. Tout candidat. Oui. Et ce que le peuple veut, parce que les partis politiques, ce sont des organisations privées. Ah bon? Bien sûr. Est-ce que vous êtes membre d'un parti politique? Est-ce que tel ami? Non. Est-ce que vous avez l'obligation d'être? Non. Ce sont des groupes privés
qui sont au service de l'intérêt partisan, intérêt politique mais partisan. Alors que le parrainage, tel qu'institué, même si je ne suis pas d'accord, mais le parrain, ce sont des députés, donc ce sont des élus. Ce sont des maires, donc des élus. Eux, ils détiennent leur légitimité du public. On ne peut pas imposer au public de s'inféoder avec le privé pour défendre les intérêts publics. Je vais détailler ça davantage à d'autres occasions. Donc, que le peuple cesse d'être géré comme un otage. Ça, c'est une petite invite que je fais en direction du chef de l'État. Pour dire, libérer le parrainage pour qu'il y ait autour de 4-5 candidats. Là, le peuple choisira. Ça peut être le candidat, que le nombre de candidats ne soit pas pléthorique également. Mais quand il dit 4 ou 5, c'est déjà largement bon. C'est déjà largement bon, comparément à 26, 30 et quelques. Il suffit de faire 77 plus 109 divisé par 28. D'accord? Vous verrez le nombre de candidats possibles. Il faut ouvrir, il faut enlever le carcan des partis politiques et dire après, ça c'est un petit texte, c'est une petite virgule qu'il faut mettre dans la loi, et dire après qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. Il faut mettre de ces deux virgules et points virgule. Vous souhaitez qu'on aille à cette modification pour que je souhaite aucun candidat n'ait à présenter plus de 28 parrains. Voilà, c'est le minimum. Premièrement, qu'on dissocie le lien qu'il y a, la relation d'obligation qu'il y a entre les partis politiques et les parrains. D'accord? Qu'on libère le parrainage. Parce que c'est un droit... Lorsqu'un parti politique a plus que 28 parrains, qu'est-ce qu'il fait des autres parrains? Non, je dis, premièrement, qu'on dissocie ça. Deuxièmement, qu'on dise qu'aucun candidat ne doit avoir plus de 28 parrains. D'accord? Si on dit ça, vous verrez que nous aurons 77 maires, parrains potentiels, 109 députés, parrains potentiels. Vous faites l'addition, vous divisez par 28. Et vous aurez le nombre exact de candidats que notre pays aura en 2026. Si le président de la République fait ça, il va redorer toute son image dans l'opinion publique. Parce qu'au niveau des réalisations physiques, on lui concède que beaucoup de choses ont été faites. Mais au niveau des réalisations immatérielles, la démocratie, beaucoup de blessures, qu'il a reconnu lui-même à l'occasion de la conférence de presse qu'il a faite lorsque le président Macron était là. La démocratie béninoise a été un peu blessée. Qu'il corrige ça. Il s'en va progressivement sortir du jeu politique. Qu'il corrige ça. Il verra comment son souhait d'être porté en apothéose sera rempli. Justement, pour finir cette question-là, lorsque vous demandez à ce qu'un candidat ne présente pas plus que 28 parrains, lorsque le parti politique dispose de 52 parrains par exemple, et que la loi spécifie qu'il ne doit pas en proposer plus de 28, alors le surplus, il en fait quoi? Le parti politique, je vois un autre candidat, il lui délivre ça, c'est ça? Avant que les Béninois élus ne soient députés ou maires, ils sont membres de partis politiques. D'accord? Oui. Mais une fois qu'ils sont devenus des élus, ils sont au service de la nation. D'accord? Il faut relativiser leur appartenance politique partisane par rapport au poids du pays, au poids de la nation qu'ils portent. Un député n'est pas un député de son parti. D'accord? Le maire n'est pas au service de ses partisans, au service de toute la nation. Le député, même chose. Donc, il faut, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, enlever cette relation très difficile, très dure avec le milieu partisan et laisser les maires, les députés jouer le rôle de parrain tel que la loi l'impose. Pour le moment, je dis, acceptons encore ça. Et le reste se fera avec beaucoup de plaisir. Vous le constaterez vous-même. Des citoyens béninois se sont prononcés sur la baisse du prix du gaz. La ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a dévoilé le vendredi 9 mai 2025 les nouveaux prix de recharge des bouteilles de gaz domestique au Bénin. La bouteille de 1,5 kg sera cédée à 1000 francs CFA, tandis que la bouteille de 3 kg sera vendue à 2000 francs CFA. La ministre a indiqué que la bouteille de 6 kg
qui est précédemment cédée à 4 700, a connu une réduction de prix. Elle sera désormais vendue à 4 500 francs CFA. Mais le prix de bouteille de 12,5 kg reste inchangé. Elle indique que cette mesure ne concerne que les populations de petites bourses. À cette décision, quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont prononcés. Ils sont au micro de nos reporters. De 4 800 est venu à 4 500. Bon, c'est bon. 300 francs de différence, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est bon. Si ça peut continuer comme ça, si on peut sensibiliser les vendeurs, les distributeurs, et ils vont respecter le prix, ça serait bon. Parce qu'avant, les gens vendaient à 4 800, il y a d'autres qui font ça à 5 000, et c'est ça partout. Ce n'est pas encore le prix qu'il faut aux Béninois par rapport au coût de vie. C'est un plus, c'est un plus. Là, désormais, si tu es au risque et tu as trouvé Bénin Petro, tu peux prendre la bouteille d'Oris et on va te servir Bénin Petro. C'est un plus, c'est bon. Je suis d'accord, c'est peut-être un petit pas, mais ce n'est pas l'essentiel. Ma proposition, c'est de baisser carrément et d'uniformiser les bouteilles comme ils sont en train de le faire. De baisser à 50% les prix d'aujourd'hui. On souhaiterait que ça va venir jusqu'à 3 000 comme ça, comme avant. Parce qu'avant, on nous vendait ça à 3 500 et c'était bien. Aujourd'hui, à 4 000, 4 500, il y a encore à faire. Ils n'ont qu'à encore diminuer. Le dramaturge Ousmane Aledi fait la nuance entre un écrivain et un auteur. La différence entre l'auteur et l'écrivain a fait l'objet d'un débat au cours du Salon du Livre des journalistes le 8 mai dernier à la bibliothèque L'Excellence. Le dramaturge Ousmane Aledi se prononce sur la nuance entre les deux mots et fait quelques clarifications. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Assez fréquemment, c'est ce que nous connaissons le plus. L'écrivain est en même temps l'auteur. Il est en même temps l'auteur. L'auteur, en fait, ce n'est pas celui qui a le... Donc, la frontière, dans le cas d'espèce, entre les deux, n'existe presque plus, n'existe pas du tout. Puisque la figure de l'auteur se confond avec celle de l'écrivain. Mais il arrive aussi que l'écrivain soit distinct de l'auteur pour la même œuvre. Vous savez qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent ici et là. Si je prends un roman comme Le Regard du Roi de Camara Laye, il semble, et c'est vraiment attesté, que l'auteur de l'œuvre c'est Camara Laye. Mais l'écrivain c'est pas Camara Laye, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le roman. Vous avez entendu parler de littérature nègre. Littérature nègre. Et donc, c'est des personnes qui ont le pouvoir économique ou des moyens de pression et donc qui demandent à d'autres personnes de leur écrire une œuvre que ces personnes-là écrivent, soit pour être rémunérées, soit pour avoir une gratification symbolique. Et l'auteur devient la personne qui a commandé l'œuvre. Le commanditeur de l'œuvre en devient l'auteur. Mais pour le public, il est à la fois auteur et écrivain. Mais dans la réalité, il ne l'est pas du tout. Parce que ce n'est pas lui qui a écrit le texte, l'œuvre. C'est quelqu'un d'autre qui a écrit l'œuvre et qui le lui a proposé. Même chez nous ici, il y a des cas comme cela. J'ai été témoin d'un cas assez singulier où quelqu'un a écrit la moitié d'un roman, et vu l'âge, à un moment donné, il s'est senti fatigué. Il a dit, je ne peux plus continuer, je suis fatigué. Mais je voudrais bien que le roman soit achevé. Et donc il a commencé à chercher quelqu'un. Ça s'est passé ici au Bénin, je sais bien de quoi je parle. Et il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi je suis prêt à t'aider. Au début, il n'était pas question de contrat. Donc la personne a pris la première moitié du texte manuscrit, l'a lu, et maintenant s'est lancé dans le processus
rédaction de la seconde moitié qu'il a fini par écrire. Et donc, finalement, le commanditaire était très très content. Il lui a donné une gratification, mais il a publié l'œuvre et voilà, c'est son nom qui est sur le circule actuellement dans le pays. Parlons entrepreneuriat dans ce bulletin matinal d'information à présent. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre et de développer un projet. Dans le domaine des affaires, on utilise ce terme pour désigner la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin ou d'atteindre un objectif spécifique. Bamidele Linda Akpo, une jeune femme, s'est imposée dans ce domaine avec son prêt-à-porter. Le reportage sur son parcours avec Quentin Amoussou. Comme dans le temps, là, il n'y avait pas de moyens, c'était tellement difficile pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé. Bamidele Linda Akpo est une jeune femme âgée de la trentaine. Elle est la promotrice de Bami Store, une boutique de prêt-à-porter située à Fifadji. On y retrouve tout type de vêtements. On vend des vêtements femmes, hommes, enfants. Nous vendons des crêpes, des chaussures, des tapettes, des sacs. La boutique appartient à Dieu, mais c'est moi je travaille ici. Des articles à des prix abordables pour tout type de clients. Sur commande de Noya au bleu, nous nouveautés des tons d'intro nous poster parce que nous avons contact support, nous poster et nous je veux ça, et nous avancé les vêtements commencent à partir de 4 500 jusqu'à 25 000. Ça dépend, 4 500, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, 12 000, 8 000, ça dépend. C'est prix par prix. Donc, quand j'habille une cliente, elle revient toujours avec un résultat positif. Comme tout entrepreneur, Bamidele a connu également des moments de difficulté. J'avais commencé avec ma tante, la petite sœur à ma maman. On était dans les friperies. Je mettais des traits sur ma tête avec les cintres accrochés sur le trait. Quand je vends un article, j'ai droit à 150 francs. C'est comme ça que j'ai commencé et après je me suis aussi mise dedans. J'ai ouvert ma première boutique à Sainte-Rita, au bord du pavé, au temps de Tobola. Donc en ce temps, il fut un temps, les gens sont venus me casser, ils ont cassé la boutique complètement. J'ai encore repris de zéro. Ça n'a pas été facile, mais je rends grâce à Dieu. Avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé ici, qui est à Fifadji, Roi de l'air. Et je l'ai nommé Bami Store. J'ai fait l'ouverture de la boutique avec quelques articles seulement. Pour ne pas dire 20 ou 30 au plus. Ainsi se résume l'histoire derrière le prêt-à-porter Bami Store avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine. Une dernière information pour finir hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, réélection de Tidjane Thiam à la tête du PDCI. 2 jours après sa démission, Tidjane Thiam a de nouveau été réélu à la tête du PDCI lors du congrès décentralisé organisé le mercredi 14 mai sur 45 sites répartis dans tout le pays. Le principal parti d'opposition ivoirien entendait ainsi contourner une procédure judiciaire en cours contre son leader et profiter de l'occasion pour afficher son unité autour de ce dernier. Merci à vous, Anedo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Romag Dessougo Benou juste après ceci pour la page des sports.